So good morning, everyone. Bonjour tout le monde, je suis honoré de jouer le rôle de modérateur que l'unique. J'espère que mon anglais sera assez correct, sinon je vais switcher vers le français. Alors, avant de donner la parole à nos panélistes, permettez-moi de présenter une allocution. Je sais que certains d'entre nous devront prendre l'avion en début d'après-midi. Merci Daya, merci Leila, merci chers collègues pour votre organisation, pour l'organisation de ce séminaire. La présentation d'hier a conduit vers des échanges très fructueux et il nous fallait donc questionner notre savoir portant sur l'intelligence artificielle. Donc nous allons continuer avec cet itinéraire socio-cognitif. Les présentations d'aujourd'hui se concentreront plus sur les enseignants et sur les pratiques à l'intérieur au sein des classes. Mais avant ces présentations, nous avons l'honneur de souhaiter la bienvenue à Monsieur Manos Antonis. Manos, voilà, montez sur l'estrade. Manos est chercheur senior, directeur de Global Education Monitoring Report au niveau de l'UNESCO. Et il a coordonné le programme pour les cibles et pour les fossés financiers. Et il va nous parler de la technologie dans l'éducation. Merci pour cette présentation. Désolé d'avoir raté la chance d'interagir avec vous hier. Et merci pour cette opportunité d'échanger avec vous. Pour moi, c'était une chance de discuter avec des personnes avec une influence notable. Donc, merci pour cette opportunité. Permettez-moi de commencer avec quelques diapositives. Comme ça, je vous donne le lien. On sait très bien qu'on a des réserves lorsqu'on veut s'exprimer sur quelque chose d'aussi qui marque une rupture comme l'intelligence artificielle. Donc, je suis le directeur du programme pour le rapport. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Le rapport du suivi de l'éducation mondiale, qui est l'outil de la communauté internationale mis en place depuis 2002. Et donc, il a pour objet de faire le suivi du développement de l'éducation dans le cadre de l'agenda mondial pour les pays en voie de développement, pour les pays à faible et à moyen revenu. Un agenda universel qui porte également sur l'éducation. Voilà pourquoi notre appui est devenu d'autant plus important. Ce qui est unique avec ce rapport, et je n'ai pas le temps vraiment de rentrer dans le détail, nous sommes une instance indépendante et on sait très bien qu'il est rare aujourd'hui d'avoir ce statut. Nous travaillons avec l'UNESCO, mais le rapport n'est pas rédigé par l'UNESCO, car la communauté internationale, à l'époque, avait besoin de voix indépendantes. Et donc, il y avait des contraintes. Il fallait du temps pour faire confiance au multilatéralisme, pour préparer un tel terrain pour ce rapport. What was originally an experiment Et ce qui a fait partie de notre expérience a constitué une bonne base sur laquelle on pouvait travailler par rapport à l'ODD numéro 4, notamment en relation avec l'éducation. Et puis, on travaille sur le suivi. Il y a notamment un ODD ici
qui se base sur plusieurs indicateurs. Et ici, on pourrait parler des aspects quantitatifs qui permettent de suivre le progrès. Et puis, il y a les stratégies internationales implémentées pour l'ODD numéro 4. Chaque rapport élaboré a un thème bien spécifique. Vous pouvez le voir ici, on a couvert plusieurs thèmes et on a commencé par l'éducation et les objectifs de développement et puis la responsabilisation ainsi que les problèmes d'immigration, de déplacement, le rôle des acteurs non étatiques. On a également travaillé sur la revue de comment les pays traitent les problématiques technologiques et d'intelligence artificielle. L'image à droite montre que nous travaillons sur plein de soucis et non pas les rapports annuels. Celui de l'année prochaine sera partagé lors du sommet et de la réunion internationale fin octobre et début novembre au Brésil. Le thème sera l'éducation sur tous les niveaux et on parlera du leadership gouvernemental et non gouvernemental. On a également un rôle très important que je voulais souligner, celui du développement de l'ODD numéro 4. Il y a un processus qu'il faut connaître ici. En 2015 et avec donc le début de l'ODD numéro 4, les pays s'étaient engagés à appliquer certaines mesures. L'élément clé ici de cet agenda est qu'il y a plusieurs objectifs et attentes assez élevées, des attentes assez strictes qui sont difficiles à atteindre pour la majorité des pays parce que ici on parle du manque d'éducation, de l'apprentissage universel, etc. On l'a publié avec l'Institut de l'élaboration de statistiques et le rapport a appuyé plusieurs pays pour faire en sorte que ces objectifs soient réalisables. Par rapport aux membres de l'Union européenne, je pense que vous allez être familier avec ce processus. Mais il y a des indicateurs qui servent pour le benchmarking et là, les pays de l'Union européenne suivent ces indicateurs-là. Il y a également des cibles à l'échelle nationale, des objectifs contextualisés selon les besoins de chaque pays. Peut-être que vous avez entendu parler qu'en 2022, il y avait un sommet au niveau des Nations Unies convenu par le secrétaire général. Ils ont traité 3 soucis ici par rapport à la communauté internationale. Ils n'avaient pas souligné cela assez auparavant. La transformation digitale, l'éducation verte et puis le soutien pour les jeunes en spécifique. Ici, on a introduit de nouveaux indicateurs. On travaille sur le financement de l'éducation aussi. Et pour le curriculum vert en question ou écologique, on va le lancer ou plutôt on l'a lancé récemment. On parlera avec Brooke par la suite pour voir les opportunités que les jeunes ont et comment ils évoluent au sein de ces politiques éducatives. Par rapport à la Commission européenne, on parle de 3 sur 7 indicateurs originaux ici qui font partie des indicateurs suivis par l'Union européenne. Ici, on parle on parle des étudiants qui quittent, qui ne finissent pas leurs études, qui ne terminent pas leurs études, parmi d'autres. Ici, on a échangé avec la Commission européenne pour faire en sorte que la coopération soit cohérente entre les échelles régionales, nationales et continentales. Et puis, par rapport au rapport de suivi, on s'est focalisé sur les probabilités des pays par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Et ça, c'était une méthode pour travailler sur le reporting du progrès. On n'a pas assez de temps et donc je vais me limiter à cela pour cette introduction. J'avais peur qu'avec la deuxième journée, j'aurais pas beaucoup d'éléments à partager avec vous, mais vous m'aviez encouragé à parler de ces éléments-là. Je pense que
que ma présentation vous sera utile en un sens parce qu'elle renforce les points que l'on a mentionnés auparavant. Ces rapports se penchent sur le futur. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur cet élément et donc on essaie d'éviter de se pencher sur le futur et donc on essaie d'étudier le présent, le taux d'électrification par exemple au sein des écoles, les outils utilisés en termes de technologie, reconnaissance faciale et autres. Et donc on essaie de comprendre les choses et de conceptualiser. Les technologies changent, mais contrairement à ce que les gens disent, on pourrait transformer l'éducation. La technologie est croissante, oui, il y a des numéros croissants que l'on voit des cours en ligne, 200 millions d'étudiants, et cela inclut la Chine. 200 millions d'étudiants sont inclus dans ces programmes-là de MOOC, cours en ligne. En même temps, ces opportunités ne sont pas accessibles à tout le monde en quantité satisfaisante. Pour l'apprentissage en ligne ou à distance, 72% de la population mondiale n'a pas pu en bénéficier. Et puis, on parle de l'utilisation de la technologie qui est très propagée, mais en réalité, et juste avant la pandémie, ce sont les statistiques de 2018 ou 2019, mais 1 sur 10 élèves ou étudiants étaient exposés à des appareils, pour 1 heure seulement, dans leurs cours de mathématiques et de sciences en général. Ici, on croirait qu'il y avait une participation plus élevée. En Australie, on parlait d'1 sur 3 élèves ou étudiants qui étaient exposés intensément aux technologies. Vous savez également que la Suède a essayé de remédier à cet aspect-là. Le rapport de 2020, de 2022 plutôt, nous a rappelé que les pays à revenus faibles aspirent à réaliser les objectifs que les pays développés et les pays européens ont achevés auparavant. Ici, il faut se poser une question, quels sont les objectifs? Le rapport a mentionné ou a essayé de définir les problèmes d'éducation que l'on essaie de résoudre. On les a catégorisés en 3. L'accès, l'équité et l'inclusion. Et puis la qualité, et je vais expliquer comment différencier entre ces éléments. Et puis il y avait l'efficacité. Par rapport aux problèmes éducationnels, je dirais qu'il faut bien les comprendre avant d'essayer de trouver des solutions technologiques. Par rapport à ChatGPT, ça nous a été utile pour élaborer ce rapport. On a parlé du potentiel de transformation. De manière plus générale, on est conscient de son potentiel à être très transformative ou transformatrice comme technologie par rapport au mentorat, personnalisé en spécifique, à l'enseignement immersif, au marquage et aux recherches routinières. Il y a cependant des défis et des risques que l'on a pu anticiper, des défis qui ne sont pas nécessairement négatifs, mais qui sont associés à l'évaluation, à l'abus algorithmique, qui est également, enfin vous voyez sur la photo, c'est illustré ici, c'est ça l'abus algorithmique. Il y a également la confiance, il y a la confidentialité, le langage écrit, parce que le langage oral maintenant fait face à un grand concurrent. Et puis l'orientation des curriculums, qu'est-ce qu'il faut enseigner et comment ajuster. Par rapport aux stratégies IA,
les stratégies émergentes sur lesquelles on se focalise, et on l'a vu sur votre présentation, mais on parle ici de développement des capacités, des compétences et de l'attractivité qu'il faut avoir. Il y a une relation causale ici avec l'IA et l'éducation, mais la vitesse des développements technologiques change les produits sur 3 ans ou moins même. Et donc, à chaque fois que vous avez un produit, il faut savoir que le monde continue de se développer et de créer de manière encore plus innovante. 7% seulement des étudiants au Royaume-Uni, 7% des entreprises ont effectué des tests aléatoires. Plusieurs entreprises essaient de vendre certains produits. Et donc, ces résultats ont été défiés par des évaluations indépendantes. Par rapport à l'équité, il y a des problèmes conséquents par rapport à l'IA et aux technologies de l'information. Si on pourrait parler des personnes à mobilité réduite et de comment la technologie a impacté leur vie. Il y a des problèmes aussi de génération de contenu. Il y a des soucis d'adaptation, d'accessibilité, de distribution également. Et des coûts qui ont pu être réduits, et c'était très important pour plusieurs parties du monde. Le contenu en ligne est principalement produit par des groupes dominants, cependant, et cela veut dire qu'il y a des langues qui sont dominantes, ce qui en affecte l'accès. Donc, 92% du contenu est en anglais. Il est très important, quand on parle d'éducation, de parler de comment ce contenu doit être approprié pour nos apprenants. L'enseignement supérieur est celui qui adopte la technologie le plus rapidement et qui en est, ou plutôt qui suit le plus de transformations. Et les plateformes remettent en question le rôle des universités et cela constitue un défi également. Ici, il ne faut pas assumer que la technologie impacte tous les soucis en relation à l'éducation. On voudrait séparer les problèmes ici. Quand on apprend ou quand on est éduqué technologiquement parlant, je dirais qu'il y a une tendance de... Donc, on ne distingue pas nécessairement entre... Ou plutôt, certaines technologies éducatives peuvent améliorer certains types d'apprentissage dans certains contextes. La qualité est très importante. Cela augmente l'accès aux ressources et peut combler les lacunes en matière de qualité et augmenter le temps de pratique, personnaliser l'enseignement, contribuer à l'engagement. Mais cela peut être utile aussi pour introduire de nouveaux éléments. Cela, cependant, peut être préjudiciable si c'est utilisé de manière excessive. Il y a un rapport qui a démontré certains débats sur l'utilisation des téléphones et les médias avaient ici joué avec le message. 1 sur 4 pays, selon leurs lois, ont banni l'utilisation des smartphones au sein des écoles et cela avait causé un débat intéressant au sein des pays. Notre message était focalisé. Donc on sait qu'il y a plusieurs ordinateurs et outils qui sont donnés, mais cela n'a pas d'impact sur les pays. On voit les résultats des pays.
on se focalise sur l'impact de la pandémie. L'exposition à ces outils-là, effectivement, a un impact. On y fait attention au final. Et les tendances négatives par rapport à l'apprentissage donc remontent à à une décennie déjà. Ce n'est pas récent. Mais quand on parle de la crise d'apprentissage, on parle des pays à faible revenu en général. Mais cette crise et cette détérioration ne concernent pas ces pays seulement, mais aussi les pays ayant un revenu plus élevé et la technologie est l'un des facteurs principaux derrière ceci. On dit qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour être efficace et je pense que c'est là la sagesse derrière cette idée de vitesse. Ces technologies ne sont conçues ou ne sont pas spécialement conçues pour le secteur de l'éducation et donc on a besoin de beaucoup de retours de la part des professeurs, enseignants et étudiants. L'exemple de Chine ici nous montre qu'il y avait une étude conduite il y a à peu près 20 ans qui avait eu un impact qui a réduit plusieurs écarts. Le problème était d'améliorer l'enseignement dans les zones rurales. Et là, des simples technologies étaient déployées pour résoudre de simples problèmes. Et cela était utile. Par rapport à l'efficacité, c'est assez prometteur. Les coûts d'éducation dans certaines parties du monde peuvent être réduites et l'efficacité peut être améliorée ici. L'efficacité peut être améliorée. Il y a les échanges formels avec les communautés d'apprenants. Et par rapport à l'évaluation adaptative et basée sur l'ordinateur ou technologique, on n'a pas assez de preuves sur son efficacité. Et c'est un débat qui nécessite plus d'échanges. L'analytique est assez intéressante également, mais les compétences requises ici de la part des éducateurs et des administrateurs ont été sous-estimées. Et la tâche ici est un peu plus grande pour résoudre l'intégration des sections de données, entre autres. Pour réduire les écarts, il y a beaucoup de pertes, malheureusement, aux États-Unis. La technologie est souvent achetée pour combler un vide sans tenir compte des coûts à long terme. De notre perspective, une qui est assez globale, mais on a un intérêt dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen. On cherche à atteindre des cibles nationales en introduisant des transformations de petite taille au sein de ces pays-là, en connectant les écoles également pour réduire cet écart de 50%. Et donc, ce qui peut être promu est assez différent au sein de ces pays. Ces rapports sont accompagnés par un site web que l'on appelle PEER. On y inclut une certaine documentation et une base de données. L'approche des pays par rapport aux politiques diffère et on le voit sur les rapports et sur ce graphe qui indique certaines des politiques que l'on a documentées. 60% seulement des pays garantissent la confidentialité des données et 40% des pays ont des plans contre la cyberintimidation et certains bannissent l'utilisation des téléphones même, comme vous pouvez le voir. Tout le monde parle de l'éducation et des technologies et c'était un défi pour nous d'avoir une voix distincte sur ce qu'on voulait dire. Mais ici, on a catégorisé 4 types de tensions lors de l'utilisation de la technologie dans le secteur de l'éducation.
Il y a ici la personnalisation et l'adaptation, l'inclusivité versus l'exclusivité, l'intérêt commercial contre le bien commun et l'efficacité à court terme versus les coûts à long terme. Il ne faut pas oublier ces dichotomies et ces conflits qui se créent. Au final, on a une boussole qui nous permet donc de lancer un appel au gouvernement spécifique sur le fait de l'approche à adopter. Sur l'approche à adopter, il faut qu'ils se posent des questions. Et donc voilà, on en a défini 4 ici. Cette boussole permet de décider quelle technologie devrait être déployée. Est-ce que c'est évolutif, équitable? Est-ce que c'est durable et approprié? Par rapport donc au fait que ce soit approprié, on veut que ces technologies soient alignées avec les objectifs d'apprentissage. Les réformes sont essentielles pour les programmes d'études par des outils numériques qui améliorent l'apprentissage en reflétant la manière dont les élèves apprennent. C'est un système qui pourrait être basé sur l'IA. Ces derniers ont prouvé qu'ils n'étaient pas nécessairement plus efficaces que les modes d'enseignement traditionnels. Et donc, pour concevoir, il faut avoir le soutien et l'appui des professeurs et des étudiants. Une certaine minorité de leaders au sein des États-Unis ont été consultés avant que ces investissements n'aient été injectés. Il faut veiller à ce que les solutions soient conçues pour s'adapter au contexte. Des statistiques ont montré que 41% des apprenants, des dirigeants consultés aux États-Unis, veillent à ce que ces solutions soient adaptées effectivement et 43% des enseignants du premier cycle du secondaire se sentent prêts à utiliser la technologie pour enseigner. Il y a des tendances pour promouvoir cette équité-là et on a eu des recommandations dans ce sens sur les cibles relatives à la connectivité Internet. Ça ne vous concerne pas forcément parce que vous avez des cibles plus élevées, mais ces politiques de manière générale se penchent sur le bien public et les pays les plus développés mènent ou définissent le temps de ces évolutions. Par rapport à la scalabilité, on a eu des programmes pilotes, mais peu de pays ont des corps qui se chargent de l'évaluation de ces outils technologiques. Aux États-Unis, il y a un comité qui s'en charge, mais 2% des produits seulement sont documentés. Plutôt, on a des preuves de leur efficacité, mais ce n'est que 2% et cela nous rappelle qu'on n'a pas nécessairement assez de visibilité et cela appelle à plus de collaboration entre les pays parce que les coûts de tests d'efficacité sont assez élevés. Le coût total de l'implémentation de ces technologies est bien plus élevé. Les estimations moyennes montrent que cela représente 1 sur 4 du coût de la technologie en soi. Il faut s'assurer de la transparence des investissements également, être conscient également des écarts d'investissement. Les écoles qui n'ont pas ces capacités-là ne peuvent tout simplement pas en bénéficier. Et puis par rapport à la durabilité, j'ai parlé de la durabilité économique, mais il y a d'autres types. Par rapport à l'IA, on pense souvent aux compétences digitales et numériques comme des compétences techniques. Et l'utilisation de Teams ou PISA, par exemple, nous rappelle que les apprenants qui ont 20% ou 24% de compétences en lecture, ou plutôt, il faut établir un vaste
cadre pédagogique pour les compétences numériques. 5% des élèves ayant de solides compétences en lecture, alors que 24% de ceux ayant les plus faibles compétences en lecture ont été induits en erreur par des emails de pitching. L'un des autres éléments importants ici est qu'il faut protéger les droits humains, le bien-être, la sécurité et la vie privée des apprenants et des enseignants. Ici, 89% des produits examinés collectaient des données sur les enfants. C'est un élément très important et la confidentialité, bien sûr, est l'une des appréhensions majeures que l'on a avec l'IA. Il faut revoir aussi les produits utilisés. Avec la COVID-19, on a vu qu'ils collectaient les données des enfants. Les Nations Unies ont dénoncé cette pratique et ils y ont mis un terme. Et c'est vraiment l'un des objectifs les plus importants. On en a parlé hier. Il y a également un aspect environnemental. Les implications ici, et je donnerai un exemple traditionnel, celui de prolonger d'1 an la durée de vie de tous les ordinateurs portables dans l'Union européenne. Cela équivaut à peu près 1 million de voitures hors service. Mais ici, les objectifs ne sont pas très clairs et donc il faut être vigilant par rapport à l'expansion que l'on a. La technologie doit être établie selon nos termes. C'est difficile, mais il faut garder l'intérêt des apprenants en tête et les droits de l'homme également. Se focaliser sur l'output et l'outcome, mais aussi les messages qui sont le message qui est que la technologie ne devrait jamais substituer les interactions humaines et sociales. Et je pense que l'on parlera de ce volet-là, surtout avec l'application des professeurs et de leur contribution. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Manolo, cette présentation riche en informations qui montre bien les liens entre la technologie et, comme vous l'avez dit, la qualité, l'équité et l'efficacité. Et certains de vos mots comme précaution, comme attention reflètent, font écho et rebondissent sur les présentations d'hier. Et même la dernière phrase que vous avez évoquée. Comment est-ce que les technologies de l'éducation peuvent améliorer l'éducation dans des contextes bien spécifiques? Car la technologie, d'un point de vue général, est très dangereuse. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Si vous avez des questions, une, deux ou trois, 4 questions. 2 questions, d'accord. 2 questions. On va prendre 2 questions alors. Oui. Merci. Alors, pour cette présentation riche. Je me suis rendu compte que ce rapport est plus critique que je ne le pensais. La majorité des rapports émis sur la technologie sont assez optimistes alors que ils parlent d'augmentation de capacité et tout. Par contre, ça c'est un rapport un petit peu différent. Donc, est-ce que ça c'est c'est une nouvelle approche que vous adoptez pour l'élaboration de votre rapport ou bien une autre question peut-être? Je pense qu'il est très reconnaissable, surtout la différence en termes de développement. On voit très bien qu'il y a la technologie d'un côté et l'éducation d'un côté. Pensez-vous que l'éducation pourra peut-être être en tête de cette course de développement, c'est-à-dire dépasser la cadence avec laquelle
la technologie se développe et la dynamique alors changerait. Et qu'est-ce qu'il faut pour voilà, permettre à la cadence de développement de l'éducation, justement, de dépasser la cadence de développement de la technologie? Je suis sûr que nous aurons un rôle à jouer en tant que conseil dans ce sens. Il serait juste de dire que les rapports internationaux ont tendance à, voilà, comme vous l'avez dit, un peu positif à propos de la technologie, mais souvenez-vous bien, nous écrivons vraiment sur ces rapports ce que l'on pense vraiment. D'où ce côté un petit peu des réserves. Donc ça c'est très important d'avoir des réserves. Mais ayant constaté le travail des organisations, dans toute organisation, il y a une sorte de conflit ou de tension. Qui est-ce qui a la main mise sur quoi? L'OCDE, même avec des preuves, on est en droit de se poser des questions, mais quand même, le rapport PISA pour 2022 a été suivi par un rapport sur l'éducation digitale. Et c'était deux mondes différents, deux rapports totalement différents. Le rapport sur l'éducation digitale était très positif comparé au rapport PISA qui soulevait beaucoup de questions. Donc c'était un petit peu un contraste assez notable. Et donc, vous serez surpris de voir notre rapport n'était pas aussi critique qu'un autre rapport qui avait été publié par l'UNESCO, qui avait été nommé la Tech Tragédie, et qui s'est penché sur l'expérience durant la période Covid. Mais ce rapport était encore plus critique. Nous avons essayé d'avoir un certain niveau de recul, car nous voulons que les rapports soient le fruit d'un travail de toutes les instances, de toutes les parties prenantes. Voilà pourquoi nous avons ce résultat. Même problème, nous avons eu cela avec le rapport précédent sur l'éducation privée. On pensait que il n'y avait pas assez de parties prenantes qui avaient contribué, et donc voilà pourquoi nous avons ce souci dans l'élaboration des rapports. Pour nous, l'objectif, c'est de servir l'intérêt des pays. Nous avons une responsabilité globale, nous devons être responsables dans ce qu'on dit. Des fois, vous savez, l'épreuve, tout n'est pas quantifiable, tout n'est pas mesurable. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas mesurables qu'on ne devrait pas en parler. Donc voilà, il faut paver le chemin, rassembler les personnes, toutes les parties prenantes autour de la même table pour discuter et pour aller de l'avant. Concernant votre question, le rapport, sa faiblesse, en fait, le rapport est sur la technologie de l'éducation. Il faut faire attention lorsqu'on veut saisir les opportunités. Il faut parler des multiples approches lorsqu'on veut aborder un thème. Et il y a l'intérêt exprimé par les personnes qui veulent en comprendre davantage sur la relation entre éducation et technologie. Mais vous m'avez posé la question sur, en fait, l'inverse, c'est-à-dire est-ce que l'éducation allait, le développement de l'éducation, sa cadence allait dépasser le développement. Donc, il nous faut alors un rapport très dense pour nous pencher sur votre question. Effectivement, l'éducation est en tête en termes de développement. Non, peut-être que ce n'est pas très bénéfique pour l'éducation. N'oublions pas qu'il y a un équilibre très fin, très fragile qu'il faut maintenir. Chaque rapport mondial dispose d'une édition genre et d'une autre version orientée jeunesse. L'année dernière, nous avions préparé un rapport sur les algorithmes et sur les réseaux sociaux et son impact sur les apprenants, surtout les filles. Et je pense qu'ici, un moyen d'aborder la question
les filles ont de meilleurs résultats comparés aux garçons, de manière générale, au niveau mondial. Par contre, au niveau performance, par exemple les maths, la science, ils ne sont pas aussi performants que les garçons. Il y a un fossé ici. Et ça, c'est une détente. Il y a il y a les biais chez elles, il y a dans les écoles, puisque les filles ont un avantage comparatif. Là, je parle en termes économiques. Ils ont un avantage sur certains volets, sur certains plans. Et donc, ils vont plus s'orienter vers les STEM, les cours STEM. Et les statistiques, je pense qu'il serait intéressant de le lire. Il n'y a pas eu de changement sur les 10 dernières années pour les résultats des filles. Oui, effectivement, les progrès notables sont assez rares. Mais il y a donc pour les professions STEM, ça a un impact, cette performance des filles, ça a un impact sur le marché de travail. Et donc, c'est là où entrent en jeu les algorithmes. Les algorithmes sont biaisés vis-à-vis des femmes, des filles. Voilà pourquoi les filles qui sont exposées à ces algorithmes, on peut dire qu'elles souffrent en fait justement de ces biais exprimés par les algorithmes sur les réseaux sociaux ou bien avec l'intelligence artificielle et avec l'impact que ça a sur l'éducation. Merci Manolo pour vos réponses. Gardez votre indépendance et gardez votre objectivité. C'est très inspirant. Nous avons besoin d'appui pour cela. Merci beaucoup.